le couteau s'enfonçait dans mon dos comme une caresse traîtresse, et je sentis mon sang chaud couler sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, tandis que les yeux de mon frère, mon propre frère, brillaient d'une joie malveillante. « Adieu, Alexandre » avait-il murmuré, sa voix un poison sucré, avant que l'obscurité ne m'engloutisse dans un tourbillon de regrets et de rage inassouvis. Mais au lieu du néant éternel, une lumière crue m'aveugla, j'ouvrais les yeux sur le même plafond craquelé, 10 ans en arrière, mon cœur battant à nouveau dans cette poitrine que j'avais cru perdue pour toujours. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait rendu mon corps, mon temps, ma vengeance. J'étais mort trahi par celui que j'aimais le plus, Étienne, mon frère aîné, qui avait orchestré ma chute pour un secret que je portais seul, un scandale financier qui aurait ruiné notre famille si j'avais parlé. Il m'avait accusé de vol, manipulé les preuves, et dans l'ombre d'une nuit pluvieuse, il m'avait achevé pour sceller son crime. À présent, je vivais à nouveau ce jour fatidique, le 15 juin 2015, avec la mémoire intacte de ma mort. Chaque détail me revenait, le café amer sur la table, le tic-tac de l'horloge, et ce serment que je gravais dans mon âme. Il paierait, non pas avec des mots, mais avec son empire de mensonges effondrés. Je me levai d'un bond, les jambes tremblantes, et courus à la fenêtre. La Seine coulait en bas, indolente, sous le ciel gris de l'été parisien. Les passants pressés, les klaxons lointains, tout était identique, sauf moi. J'avais 40 ans dans ma tête, mais 30 dans ce corps athlétique que j'avais négligé par confiance aveugle. Étienne, alors banquier ambitieux chez BNP Paribas, avait déjà commencé à tisser sa toile, il avait falsifié des documents pour détourner des fonds de notre héritage familial, un petit empire viticole en Bordelais que notre père nous avait légué. J'étais l'honnête, le gardien des secrets, lui, le serpent. Le soir de ma mort, il m'avait convoqué pour discuter, et au lieu de mots, c'était la lame qui avait clos notre histoire. Mais maintenant, je savais. Et je changerais tout. Les premières heures furent un chaos intérieur. Je fouillais mes tiroirs, vérifiant les preuves que j'avais cachées autrefois, une clé USB avec les transferts bancaires illicites, un enregistrement vocal où Étienne avouait tout à une maîtresse. Dans ma vie précédente, j'avais hésité à les utiliser, par loyauté fraternelle. Quelle folie! Aujourd'hui, je les glissais dans ma poche, le cœur serré par une haine pure, viscérale. Paris bruissait autour de moi, indifférente, les boulangeries exhalaient leur parfum de baguettes fraîches, les métros ronronnaient sous les boulevards, mais pour moi, chaque coin de rue était un champ de bataille. Je sortis, l'air frais me fouettant le visage, et marchai vers le bureau d'Étienne, rue de Rivoli. Pas pour le confronter trop tôt. Pour observer, pour planter la première graine de doute. Il était là, derrière son bureau vitré, charismatique comme toujours, serrant la main d'un client. Ses yeux que j'avais aimés, pétillaient d'ambition. « Alexandre !»« Te voilà » lança-t-il en m'apercevant, un sourire carnassier aux lèvres. Je serrai sa main, sentant la moiteur de sa paume, un détail que je n'avais pas remarqué avant. « Frère, as-tu vu les comptes du vignoble ? Père nous a laissé une fortune. » Sa voix était mielleuse, mais je voyais clair, il préparait déjà le détournement. Je hochai la tête, feignant l'innocence. « Tout est en ordre, Étienne. Mais j'ai des doutes sur certains transferts. » Son sourire vacilla une fraction de seconde. « Parfait. » La première fissure. Les jours suivants, je devins l'ombre de moi-même d'antan, mais avec une lame aiguisée dans l'esprit. Je contactai discrètement un avocat, un vieil ami de la famille nommé Laurent, que j'avais ignoré dans ma première vie par peur du scandale. « Alexandre, tu as l'air changé, dit-il au téléphone, sa voix rocailleuse teintée d'inquiétude. « Dis-moi tout. » Je lui envoyai les fichiers par mail sécurisé, omettant mon secret de résurrection. Mon frère me spolie. Aide-moi à le coincer légalement. Laurent rit, un rire grave. La loi est une arme émoussée, mon ami. Mais avec ça, on peut la fourbir. Nous planifiâmes une plainte anonyme pour fraude, des audits indépendants, et une surveillance discrète. Pourtant, la vengeance n'était pas qu'un jeu d'échecs légaux. Elle bouillonnait en moi comme un vin trop corsé, exigeant du sang. Je me surpris à suivre Étienne la nuit, le voyant entrer dans un hôtel discret du Marais avec sa maîtresse, une avocate nommée Claire, complice de ses magouilles. Dans ma vie passée, j'avais découvert leur liaison trop tard, maintenant, je pris des photos, floues mais accablantes. Une décision controversée germa, devrais-je les confronter violemment, ou les laisser pourrir dans leur luxure? Je choisis la subtilité empoisonnée. J'envoyai les images à la femme d'Étienne, Sophie,
une créature fragile que j'avais toujours protégée. Ton mari te trompe, écrivis-je, anonyme. Le lendemain, une scène explosive éclata au bureau, cris, porte claquant, et Étienne, blême, me fixant d'un regard suspicieux. Que as-tu fait, Alexandre, siffla-t-il plus tard, dans un café enfumé près de la Sorbonne. La pluie martelait les vitres, et l'odeur de croissants brûlés flottait dans l'air. Je bus mon expresso lentement, savourant sa panique. Rien que tu ne mérites pas, frère. Il se pencha, ses jointures blanchies. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Sur les fonds. Je souris, froidement. Peut-être. Et si je parlais? La menace plana, lourde comme le brouillard sur la Seine. Il partit en trombe, mais je vis la peur dans ses yeux la même que la nuit de mon meurtre. La tension montait, un crescendo dramatique digne d'un Racine moderne. Paris, avec ses salons feutrés et ses ruelles sombres, devenait le théâtre de ma revanche. Je revisitais les lieux de mon enfance, le vignoble en Bordelais, où notre père nous avait appris l'honnêteté vigneronne, ignorant les ombres qui grandissaient en son aîné. Là-bas, sous les rangs de Cabernet, je déterrais littéralement le passé, un coffre enterré contenant des lettres de notre mère, révélant le secret ultime où Étienne n'était pas notre frère de sang, mais un bâtard adopté, rongé par la jalousie depuis l'enfance. Ce twist, que j'avais appris sur mon lit de mort, expliquait tout, sa haine viscérale pour moi, l'héritier légitime. De retour à la capitale, je tissais des alliances improbables. Une nuit, dans un bar underground de Belleville, je rencontrai Nadia, une hackeuse syrienne exilée, aux doigts agiles sur un clavier invisible. J'ai besoin d'accéder au serveur de BNP, lui dis-je, glissant une liasse d'euros sur le zinc taché. Elle haussa un sourcil, ses yeux noirs scrutateurs. Pourquoi? Vengeance? Je hochai la tête. Pire. Justice. Ensemble, nous piratâmes les comptes, des millions détournés, des clients ruinés, un réseau de corruption touchant des politiques haut placés. Nadia rit, un son rauque. Tu joues avec le feu, français. Mais j'aime ça. Les conséquences furent immédiates, controversées. Les premiers articles parurent dans Le Monde, scandale à BNP Paribas, fraude milliardaire imminente. Étienne fut suspendu, son monde s'effondrant comme un château de cartes. Il me confronta chez moi, ivre, les poings serrés. C'est toi. Tu me détruis, hurla-t-il, renversant une lampe art déco. Je restai calme, adossé au mur où il m'avait poignardé autrefois. Tu m'as tué, Étienne. Souviens-toi de cette nuit. Il pâlit, reculant. Quoi? Tu divagues. Mais dans ses yeux, un doute naquit. Avait-il rêvé? Non, c'était moi, le fantôme revenu. Le climax approchait, un tourbillon de trahisons croisées. Sophie, dévorée par la jalousie, avoua à la police sa complicité passive. Claire, l'avocate, tenta de me soudoyer pour effacer les preuves. On peut tout arranger, murmura-t-elle dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement, ses lèvres peintes en rouge sang. Je refusai, versant du poison métaphorique dans son verre, dit à Étienne que le passé nous rattrape tous. La nuit suivante, une descente de la brigade financière envahit son appartement. Je regardais de loin, caché dans l'ombre d'un Porsche, tandis qu'on l'embarquait, menottes au poignet, son masque de banquier brisé. Mais la vengeance a son prix, et les décisions que j'avais prises me hantaient. J'avais ruiné des innocents et des employés de la banque, des investisseurs naïfs au nom de ma rage. Était-ce justice, ou simple sadisme? Une nuit d'insomnie, errant le long des quais, je repensais à notre père, l'honneur est un vin qui ne tourne pas, disait-il. Avais-je souillé le nôtre? Le twist final surgit comme un coup de théâtre, lors de son interrogatoire, Étienne révéla un secret plus sombre où il m'avait tué non seulement pour l'argent, mais parce que j'avais, dans un moment de faiblesse passée, couvert un crime de notre père, un accident mortel lors d'une dégustation, étouffé pour sauver la réputation familiale. J'étais complice, autant que lui. La révélation me frappa comme un second couteau. Pourtant, dans cette boucle temporelle impitoyable, je choisis la rédemption tordue. Au lieu de le laisser pourrir en prison, je négociai un pacte, il restituerait tout, avouerait publiquement, et exilerait en province, briser mes vivants. Moi? Je vendis le vignoble, fondai une fondation pour les victimes de fraude financière, et vécus dans l'ombre, hanté par deux vies. Paris, éternelle séductrice, m'avait offert la renaissance, mais la vengeance, cette amante cruelle, m'avait laissé des cicatrices invisibles. Étais-je vainqueur?
Ou simplement un autre fantôme dans la ville des lumières éteintes? Les semaines qui suivirent ma résurrection forcée furent un balai macabre entre l'apparence de la normalité et le gouffre de la haine qui s'élargissait en moi. Je repris mon poste d'énologue consultant au vignoble familial, mais chaque dégustation de merlot me rappelait le sang versé au le mien, coulant sur le sol du chai où Étienne m'avait achevé. Les vendanges battaient leur plein en Bordelais, l'air chargé d'une humidité poisseuse, et les ouvriers riaient sous le soleil bas, ignorant que leur patron, ce frère si charmant, était un loup en peau d'agneau. Je marchais parmi les vignes, les ciseaux à la main, taillant les sarments superflus avec une précision vengeresse, imaginant chaque coupe comme un lien rompu avec mon passé. De retour à Paris, j'approfondis ma traque. Laurent, l'avocat, devint mon confident improbable. Nous nous rencontrions dans son cabinet du palais de justice, une pièce aux murs tapissés de livres jaunis et d'odeurs d'encre et de cigares froids. « Alexandre, tes preuves sont solides, mais le système est corrompu, me dit-il un après-midi, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. Étienne a des appuis, un député de droite, un juge complaisant. Si on frappe trop fort, on se brûle. Je hochai la tête, mais intérieurement, je bouillonnais. La loi était trop lente pour ma soif, j'avais besoin de justice immédiate, controversée, peut-être illégale. C'est ainsi que Nadia entra plus profondément dans ma vie. Après le piratage initial, elle m'invita dans son antre, un loft clandestin à la Villette, entouré de graffitis et de serveurs bourdonnants. « Regarde ça, dit-elle, ses doigts dansant sur un écran multiple, affichant les flux financiers d'Étienne. Des flèches rouges indiquaient des transferts vers des paradis fiscaux, les Caïmans, bien sûr, ce cloaque des âmes damnées. Ton frère n'est pas un petit escroc, c'est un architecte de ruines. » Son accent roulait comme un ruisseau de montagne, et pour la première fois depuis ma mort, je sentis une étincelle humaine au pas d'amour, mais de camaraderie dans la noirceur. Nous passâmes la nuit à cartographier son réseau. Claire, l'avocate, blanchissait l'argent via des fondations caritatives fictives. Sophie, l'épouse, fermait les yeux en échange de bijoux et de voyages. Une décision morale me tarauda, détruire Claire publiquement, ou l'utiliser comme appât. Je choisis le second, envoyant un mail anonyme, « Rejoins-moi au Pont des Arts, minuit. Où tes secrets éclatent. » La rencontre fut un chef-d'œuvre de tension. Le pont, illuminé par les cadenas d'amours éphémères, vibrait sous la brise nocturne. Claire arriva en talons aiguilles cliquetants, son manteau de cachemire flottant comme un voile de deuil. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix un mélange de peur et d'arrogance. Je sortis de l'ombre, mon visage masqué par une écharpe. « Quelqu'un que ton amant a enterré trop tôt. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Alexandre ? Impossible, tu es. » Je l'interrompis d'un rire amer. « Mort ? Pas assez. » Je lui tendis un dossier, photos, virements, tout. Choisis, trahi Étienne, ou tomber avec lui. Elle hésita, les lumières de Notre-Dame se reflétant dans ses larmes. « Et si je refuse ? Alors Paris apprendra que l'avocate des puissants est une voleuse. » Elle prit le dossier, tremblante, et disparut dans la nuit. La graine était plantée. Étienne sentit le vent tourner. Il m'invita à dîner dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel, un piège évident. La vue sur la ville scintillante était ironique. « Paris, reine des illusions. Frère, réconcilions-nous, dit-il, levant son verre de Bordeaux, nos vignes. » Son sourire était un masque fissuré. Je bus, sentant le tanin amer comme du fiel. « Parle-moi des transferts, Étienne. Ceux qui ne dorment pas la nuit. » Il blêmit, mais contre-attaqua, « Tu es paranoïaque depuis la mort de père. Laisse-moi t'aider. » La mention de notre père, cet homme brisé par ses propres secrets, raviva ma rage. Je sortis la clé USB, la posant sur la nappe blanche. « Où ça ?» Le serveur s'approcha, Étienne rangea l'objet d'un geste fébrile. « Pas ici. Chez moi, demain. » La maison familiale, un hôtel particulier du 16e, était un mausolée de mensonges. Sophie nous accueillit, les yeux rougis, feignant la joie. Pendant le repas foie gras et confit de canard, plat de la décadence, la tension crépita comme un orage. Puis, seul avec lui dans le bureau, au rayonnage de livres reliés que père aimait, il craqua. « D'accord, Alexandre. J'ai emprunté. Pour nous sauver tous. » Le vignoble sombrait. Mensonge. C'était pour son ascension, son yacht à Monaco, sa vie de mirage. Je le pressais, et le couteau ? La nuit où tu m'as tué ? Il rit, nerveux. Quoi ? Tu rêves.
Mais son regard fuyant trahissait. Je le laissai mariner, partant avec une promesse, la vérité sortira, frère. Comme un vin qui fermente trop longtemps. Les jours suivants furent un tourbillon de coups bas. Les audits que Laurent avait lancés révélèrent des irrégularités, la presse bourdonna, le Figaro titrant intrigue fraternelle au vignoble bordelais. Étienne contre-attaqua en me faisant suivre par un privé, un malabar au nez cassé que je semais facilement dans le métro. Nadia, de son côté, infiltra le téléphone de Claire, des messages enflammés, des plans pour m'éliminer à nouveau. Il sait trop, écrivait-elle à Étienne. La décision controversée vint, devrais-je les laisser comploter, ou frapper en premier? Je choisis la provocation. J'envoyai à Sophie une lettre, ton mari planifie un meurtre. Sauve-toi. Elle appela la police, anonymement, déclenchant une enquête préliminaire. Le climax familial éclata lors d'un gala de charité au Louvre, sous les plafonds peints de la Vénus de Milo. Étienne, en smoking impeccable, toasta à l'unité familiale. Je l'observais depuis la foule, un verre à la main, sentant le poids de l'arme dissimulée dans ma veste non pour tuer, mais pour menacer. Claire s'approcha, pâle. « Il va te détruire. » Trop tard, répondis-je. Puis Sophie surgit, hystérique, dis-lui, Étienne. Les fonds, les mensonges. Le scandale explosa, invité choqué, flash de photographes, et Étienne, acculé, hurlant, c'est lui, le traître. Il a tué père. Le twist mineur, il accusa publiquement, mais les preuves numériques le contredisaient. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je pleurais pour la première fois au nom de tristesse, mais de libération. La vengeance n'était pas linéaire, elle creusait des abîmes en moi. Pourtant, je persistais, car Paris, avec ses fantômes haussmanniens, exigeait du drame. Demain, le vrai coup, révélait le bâtardise d'Étienne lors d'une conférence de presse. Mais au fond, un doute, et si ma propre complicité me condamnait? La conférence de presse que j'organisais au cœur de Paris, dans les salons feutrés de l'hôtel de ville, fut le pivot de ma vendetta, un théâtre où les masques tombaient comme des feuilles mortes en automne. J'avais invité la presse, les investisseurs du vignoble, et, bien sûr, Étienne, sous prétexte d'une annonce familiale. Le maire adjoint présidait, un politicien bedonnant au discours huilé, ignorant qu'il était pion dans mon échiquier. Nadia avait sécurisé la salle avec des caméras cachées, Laurent veillait en coulisses, dossier en main. Je montais sur l'estrade, le cœur cognant comme un tambour de guerre, et fixais la foule, journalistes affamés, caméras braquées, et au premier rang, Étienne, sourire figé, flanqué de Claire. Mesdames, messieurs, commençai-je, ma voix résonnant claire dans le microphone, aujourd'hui, je révèle non seulement une fraude, mais une trahison qui ronge le cœur de notre nation. Les flashs crépitèrent. Je projetai les slides, transferts bancaires, emails incriminants, le tout tracé jusqu'à Étienne. Mon frère a détourné des millions, ruinant des familles comme la nôtre. Un murmure s'éleva, puis un cri d'Étienne, mensonge. Il est fou. Mais je continuai, implacable, sortant là tout, les lettres de mère. Et pire, Étienne n'est pas du sang Lefebvre. Adopté, il a haï son sort, et tué pour l'hériter. La salle explosa en un chaos de questions, de chaises renversées. Étienne bondit, rouge de fureur, mais des agents l'immobilisèrent. Claire s'effondra en sanglots, son rôle exposé. Les répercussions furent un tsunami. Le Monde titra fratricide financier, le scandale Lefebvre ébranle Paris. Étienne fut arrêté le soir même, menottes cliquetant sous les lumières des gyrophares place de la Concorde. Je le vis partir, ce regard de la nuit du meurtre me transperçant une dernière fois. Tu paieras pour ça, fantôme, siffla-t-il. Sophie me contacta, brisée, pourquoi, Alexandre? Il était ton frère. Était, corrigeai-je, la voix creuse. Elle raccrocha, et je sentis le poids de ma solitude vengeance accomplie, mais à quel prix? Pourtant, le répit fut bref. Des ombres du passé ressurgirent, le député complice d'Étienne, un certain Duval, m'enleva une nuit près du champ de Mars. Emmené dans une cave humide sous un entrepôt de Bercy, bâillonné, je fis face à lui, un homme bedonnant, cigare aux lèvres. Tu as ruiné mon allié, Lefebvre. Maintenant, tu disparais pour de bon. Ces sbires, des brutes tatouées, me rouèrent de coups. La douleur raviva ma mort passée aux côtes craquant, sang dans la bouche. Mais cette fois, j'avais prévu, un traceur dans ma montre, activé par Nadia. La police déboula, sirène hurlante, et Duval fut coffré.
Comment, balbutia-t-il en menottes. La Renaissance, monsieur, murmurai-je, crachant un filet de sang. Libéré, je m'effondrai dans les bras de Laurent. C'est fini, demanda-t-il. Presque. Le procès d'Étienne s'annonçait épique, un feuilleton judiciaire digne des tribunaux de la Révolution. Je témoignai, exposant chaque détail, la fraude, la liaison, le meurtre fantôme que personne ne croyait. Le jury hésita sur le mobile au pas de corps pour le meurtre, bien sûr mais les fraudes étaient irréfutables. Étienne, en cellule, tenta une contre-attaque, une lettre à la presse, me dépeignant comme un mythomane. Mon frère est revenu d'entre les morts pour me haïr, écrivait-il. Ridicule? Ou prophétique? La presse s'emballa, titrant Le revenant de Paris, délire ou complot? Ma décision la plus controversée vint alors, visiter Étienne en prison, à Fresnes, sous un ciel plombé de novembre. La salle des visites puait la désinfection et le désespoir. Il entra, amaigri, les yeux creux. « Pourquoi es-tu venu » grogna-t-il. Je m'assis, posant une bouteille de notre vin sur la table, le dernier millésime de père. Pour comprendre. Pourquoi m'as-tu tué? Il rit, un son brisé. Pour l'argent? Non. Pour que tu portes le secret de père. L'accident. C'était toi au volant, ivre, cette nuit-là. J'ai couvert pour toi, et tu m'as trahi en gardant le silence. Le twist me frappa, j'étais le complice originel, ayant enfoui le crime pour protéger l'héritage. Ma rage se fissura, étais-je le monstre? Pourtant, je tins bon. Tu as choisi la lame. Il baissa la tête. Pardon, frère. Trop tard. Je partis, le vin intact, et assistai au verdict, 20 ans pour fraude, plus pour tentative de meurtre présumé. Claire écopa de 5 ans, Duval, perpétuité pour corruption. Sophie divorça, s'exilant en Provence avec les enfants et mes neveux, innocents dans ce carnage. Mais la vengeance me rongeait. Nadia disparut après le procès, laissant un mot, tu as gagné, mais perdu ton âme. Pars. Laurent offrit son amitié, mais je déclinai. Paris, autrefois maison, devint prison. Je vendis tout, errai dans les rues, hanté par 2 morts, la mienne, et celle de l'homme que j'avais été. Après le verdict, Paris se referma sur moi comme une huître empoisonnée, belle en surface, mortelle en profondeur. Les nuits étaient les pires, je revivais la lame, le sang, mais maintenant teinté du doute semé par Étienne. Étais-je le vengeur, ou le bourreau d'un frère brisé par les mêmes chaînes familiales? Je m'enfonçais dans Montmartre, louant un atelier exigu près du Sacré-Cœur, où les artistes busaient leur vin et peignaient leurs tourments. Là, entouré de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine, je tentais de reconstruire des séances avec un psy, un ancien professeur de la Sorbonne nommé Émile, qui écoutait mes rêves de résurrection sans jugement. Alexandre, la culpabilité est un vin aigre, dit-il un après-midi, ses yeux myopes derrière des verres épais. Vous avez puni le crime, mais pas le remords. Il avait raison. Le secret de père, cet accident où j'avais renversé un ouvrier lors d'une fête arrosée, couvrant pour l'assurance, me hantait. J'avais porté ce fardeau seul, jusqu'à ce qu'Étienne le découvre et l'utilise comme levier. Dans ma vie passée, j'avais confié à personne, maintenant, je confiais à Émile, et pour la première fois, je pleurais sans rage des larmes salées comme la Gironde. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Des échos persistaient, des menaces anonymes sur mon téléphone, des ombres dans le métro. Duval, depuis sa cellule, avait des tentacules. Un soir, rentrant tard d'une promenade le long de la Seine où les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes, je fus attaqué par 2 voyous masqués près du Pont-Neuf. Coup de poing, couteau brandi. Pour le patron, grogna l'un. Je me défendis, entraîné par des années de judo oublié, brisant un bras, assommant l'autre. La police arriva, alertée par un jogger, et les interrogatoires révélèrent le lien, Spire de Duval, payé pour m'intimider. Cette agression catalysa ma contre-offensive finale. Avec l'aide de Nadia qui réapparut, mystérieuse, un sac à dos rempli de gadgets, nous traquâmes le réseau restant. On finit ça en beauté, dit-elle, ses yeux brillant d'une excitation juvénile. Nous infiltrâmes un club privé du Triangle d'Or, où les élites corrompues se réunissaient, cigares cubains, whisky japonais, et Dils murmurés. Déguisé en serveur, je servis Duvalès lieutenant, glissant un mouchard dans son verre. Les données affluèrent, pot de vin à des ministres, évasion fiscale massive. Je les livrai à un journaliste d'investigation chez Mediapart, un jeune loup nommé Julien,
qui promis, ça fera sauter des têtes. Le scandale éclata comme une bombe, une série d'articles déchaîna une purge politique. Duval fut transféré à la santé, son empire s'effondrant. Étienne, en apprenant, m'écrivit depuis Fresnes, tu as gagné la guerre. Mais à quoi bon? Je brûlai la lettre, mais ces mots s'incrustèrent. Une décision ultime, controversée jusqu'à l'os, visiter Pérez tombe au Père-Lachaise, sous une pluie battante d'hiver. Les allées de cyprès pleuraient avec moi, je confiais à la pierre, pardon pour le silence, pour le sang. Un rituel païen, mais libérateur. Sophie revint alors, un après-midi brumeux, frappant à ma porte avec un bouquet de vignes fanées. Les enfants veulent te voir, oncle Alex. Elle avait changé, cheveux courts, regard durci. Nous parlâmes des heures, de la trahison, du deuil. Étienne. Il regrettait, à la fin, murmura-t-elle. Je hochai la tête, mais intérieurement, je luttais. Pardonner? Ou laisser la haine fermenter? Je choisis un entre-deux, financer l'éducation des neveux via la fondation, sans contact direct. Pour eux, pas pour lui. Nadia et moi célébrâmes la chute de Duval dans un bistrot de Bastille, toast au pastis. Tu es un survivant, dit-elle, son sourire espiègle. Pour la première fois, une lueur d'avenir, peut-être une vie au-delà de la lame. Mais Paris, traîtresse, réservait un dernier coup, un appel d'Étienne, autorisé par le juge. Viens me voir. Une confession. Je refusai d'abord, mais la curiosité ou la masochisme l'emporta. La visite fut un duel verbal. J'ai menti sur l'accident, avoua-t-il, visage émacié contre la vitre. C'était moi au volant. J'ai tout mis sur toi pour te contrôler. Le twist ultime, il était le coupable originel, manipulant ma culpabilité imaginaire pour justifier sa propre noirceur. Rage renouvelée, mais tempérée par la pitié. Rôti en paix, dis-je, me levant. Dehors, la neige tombait, première de l'hiver, couvrant la ville d'un voile purificateur. L'hiver 2016 enveloppa Paris d'un manteau de givre, miroir de l'âme gelée que j'avais forgé dans le feu de la revanche. Avec la chute de Duval, le calme revint, trompeur comme une trêve avant l'assaut. Je transformai l'atelier en bureau pour la fondation Vignonnette, aidant les escroqués à se relever, ironie délicieuse, utilisant l'héritage empoisonné pour guérir. Les jours se muèrent en routine, matinée à signer des chèques, après-midi à arpenter les marchés aux puces de Saint-Ouen, cherchant des reliques de père, une pipe, un livre à noter. Émile, le psy, nota le changement, vous renaissiez vraiment, Alexandre. Pas seulement du corps, mais de l'esprit. Pourtant, les fantômes persistaient. Sophie et les enfants visitèrent enfin, un pique-nique printanier au bois de Boulogne. Les neveux, des tornades de 8 et 10 ans, couraient après des cerfs-volants, riant aux éclats. Oncle Alex, raconte une histoire de vigne magique, implora le cadet. Je brodai un conte, un frère loué un gardien courageux, où la trahison se muait en leçon. Sophie sourit, triste. Étienne écrit des lettres. Il veut s'excuser. Je refusai de les lire, mais acceptai une, mot gribouillé sur papier pelure, confessant tout, l'adoption, l'accident, le sien, le meurtre impulsif. J'étais jaloux de ta lumière, concluait-il. Je la brûlai dans un brasero, cendres emportées par le vent. Nadia devint partenaire, non seulement en hack, mais en vie. Nous voyageâmes en Bordelais, ravivant le vignoble sous un nouveau nom, Renaissance. Les cèpes reverdirent, symbole de résilience. Une nuit, sous les étoiles, elle murmura, la vengeance t'a sauvé, mais l'amour te libérera. Nos lèvres se frôlèrent au premier baiser depuis ma mort, doux comme un chardonnay jeune. Était-ce heureux? Ou un nouveau piège du destin? Le twist final surgit inopiné, un appel de Laurent. Étienne s'est évadé. Direction Paris. Panique. Il visait les enfants, ultime acte de désespoir. Je courus dans la ville, métro bondé, taxi klaxonnant, jusqu'à l'appartement de Sophie. Vide. Un mot, pour te ramener à moi, frère. Le pont des Arts, minuit. Ironie cruelle là où j'avais piégé Claire. J'y allais armé, Nadia en soutien virtuel. Étienne attendait, silhouette déguenillée, un couteau à la main, le même? Finissons ça, dit-il. Lutte féroce, poing, lame, cri étouffé par le vent. Il trébucha, le pont tremblant, je le saisis, hésitant. Tué? Ou sauvé? La police surgit au traceur de Nadia.
Étienne fut repris, hurlant malédiction. Mais dans la mêlée, une entaille, mon sang coula, rappel de la première fois. À l'hôpital, Sophie veilla, larmes aux yeux. Tu l'as épargné. Oui. La vengeance s'achevait non en BKCH, mais en miséricorde controversée où il purgerait sa peine, mais avec une thérapie imposée. Moi? Je repris la fondation, épousai Nadia en petit comité au vignoble, et Paris redevint maison. Pourtant, dans les nuits calmes, je sentais l'ombre, et si une autre résurrection m'attendait? La vie, comme un bon vin, garde ses secrets. J'avais gagné, mais à demi-quart la vraie trahison était en moi, et la pardonner fut la victoire ultime.